Radio number one. La situation politique et sociale du Sénégal, le procès de Sonko Adji Sarr et ses conséquences politiques et sociales, sur quel levier s'appuyer pour éviter l'irréparable pour le Sénégal, quel impact des manipulations de part et d'autre sur les Sénégalais et notre comment vivre ensemble. Pour débattre de ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 21 mai de 10h à 11h Lamine Ndiaye, professeur titulaire, sociologue et anthropologue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Seydina Aliou Ndiaye, économiste et spécialiste en management. L'Air du Temps, c'est sur iRadio 90.3 avec Alassane Sambo Diop. Dimanche 21 mai 2023, bienvenue à L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui donc Lamine Ndiaye, qu'on ne présente plus, professeur titulaire en sociologie et anthropologie, aussi celui qui gérait l'école de Dakar. Il est aujourd'hui à Confucius, c'est ça, professeur? Tout à fait. Lamine Ndiaye est un sociologue connu, reconnu, grâce à ses articles scientifiques qui ont été publiés dans énormément de revues scientifiques à travers le monde. Nous sommes aussi avec Seydina Aliou Ndiaye, qui est économiste, associé gérant du cabinet de conseil en stratégie, management et finance. C'est quand? Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. L'actualité cette semaine, c'est encore toujours politique, avec ce qui se passe dans ce pays. Le procès Ousmane Sonko Adji Sarr annoncé mardi prochain. Monsieur Ousmane Sonko a fait une interview chez nos confrères de Walfadjri en disant que cette fois-ci qu'il va venir à son procès, mais qu'il demande des garanties par rapport à son intégrité, par rapport aussi à ses déplacements. Le procès tient en haleine pratiquement le pays, ce dossier, depuis plus de 2 ans, 3 ans bientôt. Professeur Lamine Ndiaye, quelle analyse peut-on faire de cette affaire Ousmane Sonko, surtout du procès et de la violence qui accompagne souvent ces convocations? Bon, moi je crois que je vais devoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on a coutume de le dire, de vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Vous êtes le bienvenu. Suivie partout, un peu partout. C'est une émission respectable, il faut bien le dire, et respectée aussi. Mais j'en profite aussi pour remercier mon ami, frère, que je viens de découvrir ici, Aliou Ndiaye. Voilà. Par rapport maintenant à la chose telle que vous la posez, moi je crois que vous parlez de la question qui nous interpelle tous. Et on n'a pas besoin d'être un politique, on n'a pas besoin d'être un juriste, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour penser la chose et dire la chose. Voilà, c'est une question de viol. La violence est aujourd'hui s'exerce partout. Nous sommes, sans le savoir, puisque, comme j'ai coutume de le dire, quand on parle de violence, les gens réduisent, c'est un concept, et on le réduit à sa plus brève signification, c'est-à-dire la violence se réduit à la violence physique. Tant qu'on ne prend pas les armes, tant qu'on ne donne pas une baffe à quelqu'un, on pense qu'il n'est pas violenté. Et c'est là où je me suis amusé dans un de mes ouvrages que j'ai écrit sur la violence. Je disais ceci, la violence, moi je l'ai divisée en 3 formes. Une violence, et la plus connue, c'est la violence physique. Mais ce n'est pas la seule forme de violence. Et peut-être c'est la violence la moins percutante, la moins persécutante. Et à mes yeux, la violence la plus persécutante, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et qui est une violence souterraine. C'est-à-dire c'est la violence symbolique. Tout ce que nous sommes, il n'existe pas de Sénégalais aujourd'hui qui ne soit pas assis, comme disent les Wolofs, sur des œufs. On ne sait plus, on ne comprend plus. C'est ça, cette forme de violence qui nous tue. Et c'est peut-être la pire des violences. Vous savez, c'est d'autant plus vrai qu'il peut y avoir des morts d'hommes depuis quelques années dans le champ, dans l'espace politique. On peut considérer que ça peut être considéré comme étant des dérapages et qui peuvent exister. Mais vous voyez, quand il y a mort d'homme, on ne peut pas justifier ça. Et malgré tout, ça passe parfois. On a comme l'impression qu'aux yeux de la population, ça passe, c'est rien, ça doit advenir, ça s'est passé. Mais l'autre violence que nous sentons et ressentons au quotidien, actuellement, tout le temps, c'est la violence symbolique. Cette violence qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne touche pas, qui n'est pas de l'ordre du touchable, mais qui nous empêche de vivre, et nous la vivons. Vous savez, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs,
moi je dis souvent, donc j'ai fait un peu une définition de la violence, c'est trois catégories de violence. Bon, d'autres pourront proposer une multitude de violences, mais moi je le réduis en tant qu'enseignant aussi, et je le réduis en trois formes de violence. C'est la violence physique, on en a expliqué, c'est la plus connue, et je trouve que c'est la moins dangereuse. J'en ai cité l'exemple là, mais il y a la violence physique, et d'ailleurs la violence symbolique dont je parle ici, c'est cette forme de violence. Les gens souvent parlent de violence verbale, de violence psychologique, mais tout ça entre dans la violence symbolique, qui est de l'ordre du symbolique. On ne touche pas, mais elle est dangereuse et elle tue, elle nous empêche de vivre chaque jour. Cette forme de violence existe encore aujourd'hui, et par rapport à la situation actuelle, c'est ce que nous sommes en train de vivre, et que je crois que la seule personne, si on peut la considérer comme une personne qui peut réguler cette situation, qui peut exorciser ce démon qui nous empêche de vivre, c'est très certainement l'État, mais c'est aussi la justice. Ouais. Est-ce que cette violence-là dont on parle, le professeur, elle inhibe toutes les initiatives dans le pays? Depuis pratiquement plus de 3 ans, on est dans une situation où on ne parle que de ça, comme si le Sénégal était réduit à ce débat. Oui, merci beaucoup Alassane. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission, et je voudrais aussi retourner les compliments très amicaux de mon doyen et grand frère Lamine Ndiaye, qui est un excellent et un brillant professeur et puis un excellent sociologue. Donc je vous remercie vraiment de me donner cette opportunité encore de m'exprimer sur vos ondes. C'est vrai que le contexte, je pense que cette question-là que vous me posez mérite d'abord dans un premier temps de contextualiser la question. Et je ne vais pas aller très loin, parce que vous savez très bien qu'on est dans un cycle de la mondialisation. Je parle comme macroéconomiste, où c'est la dialectique de la violence et de la crise permanente. Parce que vous savez très bien que depuis 2008, on a eu la crise des subprimes, on a eu la crise alimentaire mondiale, on a eu les émeutes de la faim, on a eu etc., etc. Donc le monde est en train, dans un cycle de crise et de violence, et le Sénégal n'y échappe pas. Et si on fait un petit saut en arrière, en 2019, on a eu une élection présidentielle, et puis on a eu un président qui a été reconduit, et depuis lors, le contexte géopolitique du Sénégal a été percuté par des crises, d'où la création de la violence. Parce que la violence, elle n'est pas ex nihilo, elle procède d'un certain nombre de faits marquants qui peuvent peut-être la justifier. Donc après cette élection-là, 2020, paf, on a eu une crise sanitaire mondiale qui a vraiment beaucoup fait de mal à la société sénégalaise. Parce qu'on sait qu'on a une économie qui est à 97% informelle. Donc le Sénégalais, le matin, il va au marché, il essaie de trouver sa dépense, il envoie sa femme, etc. Donc quand on a le confinement, quand on a la dérégulation, le déséquilibre de tout ce qui est chaîne logistique, quand on a une économie qui est extrêmement ouverte, où tout est importé et rien n'est produit à l'intérieur, quand on a un choc, un grand choc d'inflation qui pèse sur le pouvoir des ménages, ça accroît l'anxiété, ça crée de la violence symbolique, comme le disait le professeur. Ça, c'est un deuxième aspect du contexte. Le troisième aspect aussi, c'est les conséquences qu'on vit encore de la crise russo-ukrainienne, de l'agression russe sur l'Ukraine, sachant que ces deux pays-là étaient aux 2/3 les greniers du monde. Donc ça aussi, ça a un impact énorme sur le vivre des Sénégalais, et ça accroît le sentiment de violence. Et le quatrième élément d'analyse aussi, le contexte politique est très chargé, parce qu'on a un président de la République qui est en train de faire son deuxième mandat, qui, d'après certaines lectures de la Constitution, n'a pas droit à un troisième mandat. Ses défenseurs disent le contraire. Lui, il dit ni oui ni non. Donc c'est une tension permanente. Et on vient d'apprendre que par le journal Le Figaro, qu'il a consulté un juriste français qui lui aurait dit qu'il peut faire un troisième mandat. C'est dans Le Figaro le 18 mai dernier. Donc vous voyez bien qu'il y a un célèbre penseur qui disait que l'histoire bégaye. La première fois, elle est tragique. La deuxième fois, elle est comique. Donc vous voyez bien que là, le Sénégal est en train de faire du surplace, sinon même de reculer 10 ans en arrière. Rappelez-vous, en 2011, ça avait commencé aussi pareil. Il y avait un opposant qui avait saisi un célèbre Idrissa Seck, Guy Carcassonne. Et ensuite, il y avait le président Wade qui avait organisé un grand séminaire ici avec des constitutionnalistes français pour justement valider sa candidature. Donc tout ça pour montrer que le pays n'avance pas.
Et malheureusement, je trouve, mon point de vue en tant que macroéconomiste, c'est que notre classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Même si actuellement le contexte peut être conflictogène, mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on n'a pas de véritable homme politique soucieux de sortir le Sénégal de cette ornière-là de la violence verbale, etc. Et on y reviendra après, notamment sur le cas judiciaire qui oppose M. Ousmane Sonko à Mademoiselle Adji Sarr, sur aussi, ça il faut le noter, c'est tous les morts qu'on a eu. On a plus de 17 morts subséquemment à cette affaire-là. Et souvent, c'est des jeunes. Et je vous signale encore, pour ne pas abuser des statistiques, qu'on est dans un pays où 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. 42% à moins de 18 ans. Donc, c'est cette jeunesse-là qui, dans une dialectique, soit de dividende démographique ou de bombe sociale, est en train d'être perdue sous les balles. Et c'est ça le véritable enjeu. Ouais. Les conséquences politiques de ce procès, comme il l'avait dit aujourd'hui, on avait remarqué au Sénégal quand il y avait une tension, même dans l'opposition, il y avait quand même des figures d'envergure qui sortaient. On pense naturellement à Amath Dansokho, qui était le point d'ancrage et d'équilibre de l'opposition. Quand il y avait des problèmes, les gens venaient chez lui discuter, parce que lui, Dansokho n'était pas candidat. Il permettait de rapprocher les positions, des pouvoirs et de l'opposition. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus ça au Sénégal, qu'on va directement vers le chaos. On a l'impression qu'on y va directement, tranquillement, personne ne dit rien. Bon, c'est vrai. Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur un fait. Lequel? Entre ce qui est théoriquement impeccable et ce qui est empiriquement saisissable, il peut y avoir un fossé. Absolument. Et c'est là où on doit faire attention. Vous savez, parfois nous sommes plus dans le discours journalistique qui n'a pas besoin de statistiques pour mettre en évidence ces vérités. Pour que la vérité, en tout cas en ce que je sache, en tant que sociologue, qui ne peut dire des choses que si et seulement si elle en a eu une bonne expérience et sur la base d'une recherche, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. D'ailleurs, je le dis souvent, on a tendance à le dire parfois par rapport à la violence, on va dire, il y a de la violence partout au Sénégal. Et souvent, nous le tenons d'où? Nous le tenons quand même des journalistes qui sont là que pour nous informer. Mais ma conviction par rapport à cela, ils jouent le rôle, ils nous informent, mais tout le monde n'a pas cette capacité, n'a pas ce sens de la mesure qui lui permet véritablement de savoir que parfois il y a une part d'exagération, mais ce discours doit être... Et surtout basé sur des études concrètes. Voilà, mais souvent c'est pas basé sur c'est basé sur le oui-dire, c'est basé sur l'opinion, alors que l'opinion, nous le savons... Ou bien le ressenti. Le ressentir, ça c'est pas très scientifique, et ce qui fait que parfois on va dire il y a de la violence partout. Moi je vais vous dire, et c'est du haut de ma conscience que je le dis, et par expérience, mais sur la base d'études concrètes. Le Sénégal fait partie des pays les moins violents dans la sous-région. Et je le dis, j'avais fait un ouvrage, pas seul, c'était une étude que j'avais, c'est moi qui commandais un peu cette étude-là, je l'avais fait avec les universités canadiennes, et aujourd'hui en matière de criminologie, les plus grandes universités sont canadiennes. Et l'ouvrage est sorti en 2019, je l'avais d'ailleurs présenté dans l'émission de Sada Khan, et c'était sur 5 pays de la sous-région. Et par rapport à la prévalence, on s'est rendu compte que, vous savez, la prévalence mondiale en matière de violence, en matière de crime, c'est 3 sur 100 000. Le Sénégal est largement dessus. C'est que parfois, on a comme l'impression, c'est des impressions, on est dans l'opinion, on est dans le sentiment qui ne renvoie pas forcément à la vérité. Mais quelles peuvent être les conséquences de cette tension politique? Tout à fait. Là, honnêtement, on peut en parler. D'ailleurs, les tensions politiques, ce que je peux dire, vous le disiez tout à l'heure, à l'époque, nous avions des instances de régulation et instances représentées par des personnes, des hommes politiques, de grands hommes politiques qui savaient ce que c'est que la politique, qui avaient une base théorique, puisque simplement, nous ne devons pas l'oublier. C'est la pensée qui guide l'action en réalité. C'était des gens de pensée, des hommes de la parole. Vous avez cité Dansokho, mais il n'y en avait pas que Dansokho, il y en avait d'autres qui étaient là et qui permettaient chaque fois qu'on devrait aller vers une tension
tension sociale éventuelle, ils étaient là pour réguler, puisque simplement ils avaient les mots. C'est ce rôle que joue Ils avaient les mots pour le dire. Aujourd'hui le khalife général des Mourides. Justement, mais exactement. Vous savez, puisque simplement, de plus en plus, il faut qu'on se le dise. Les politiques sont en train véritablement de se décrédibiliser au point que, et de toute façon, comme on dit, l'environnement ou l'espace n'a pas besoin. Non, le vide là, non, ça fait mal à l'espace. On a peur du vide et que de toute façon, si certains individus à qui on attendait des responsabilités et que ces responsabilités ne sont pas assumées, la population va prendre ses responsabilités et essaiera de trouver de combler ce trou-là. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés de plus en plus vers les hommes, les chefs religieux qui sont devenus les régulateurs sociaux. Et je crois que, honnêtement, tel que ça se fait d'ailleurs, ils l'ont pris, mais parce que simplement, ils ne maîtrisent pas le monde politique. Certains commencent à faire de la politique, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans l'action politique que nous comprenons les jeux et les enjeux. C'est pas vrai. C'est ce qui fait que s'ils continuent comme ça, ils finissent, puisque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'a jamais été vécu dans ce Sénégal. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que les gens sont complètement, on a comme l'impression que nous sommes dans une situation de déréliction. On se cherche, on ne sait plus où aller. Les repères sont en train de s'exhaler, ils s'envolent. On n'a plus de repères. Mais il nous reste quelques repères, et c'est le monde religieux qui ne joue pas tout le temps ce rôle. Effectivement, on parle de Serigne Mountakha qui est en train quand même de faire ce qu'il a à faire en essayant Mais bon, je crois qu'il n'y a pas que Serigne Mountakha, il n'y a pas que des mourides dans ce pays. Moi, je crois que ce qu'il fallait faire, et eux, ils sont devenus, aux yeux de la population, les régulateurs sociaux, il va falloir que qu'ils jouent ce rôle et qu'ils l'assument. Mais l'impression qu'on peut avoir parfois, c'est que ces responsabilités n'est pas toujours assumées. Il faut qu'ils se regroupent. Ils ont cette force-là. Il y a plein de choses que nous attendons d'eux. Il faut qu'ils se... C'est-à-dire, vous pensez qu'on peut faire organiser les pays de telle sorte qu'aujourd'hui que Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, les Tidjanes et tous les khalifes se réunissent dans un comité. Tant qu'ils ne se réunissent pas. Et de parler directement aux hommes politiques. Les hommes politiques, ils se connaissent. Ils constituent un corps. Mais la seule institution... Que les khalifes parlent d'une seule et même voix. D'une seule et même voix. Je crois que puisque de toute façon, c'est ce qui nous reste pour régler nos difficultés. Mais malheureusement, à l'heure où nous sommes, chacun parle de son côté et ça ne marche pas. Ça se faisait dans ce pays. Moi, je me souviens, ça se disait, il faut lire l'histoire politique du Sénégal. Vous savez, autant de Serigne Babacar, autant de Serigne Ibrahima Seck de Thiénaba, ces grands khalifes, autant de Serigne Fallou, Thierno Seydou Nourou, mais ils ne prenaient aucune décision sans qu'ils s'en édifient eux-mêmes entre eux, et toute décision était prise. C'était une décision, si quelqu'un parlait, c'est qu'il était autorisé à le parler, et c'est l'équipe, ce pool-là qui lui donnait la possibilité de parler au nom de tout le monde. Oui. Ce qui ne se passe pas maintenant. Mais je crois qu'il va falloir que nous revenions à ces pratiques, puisque c'était des pratiques efficaces, surtout que nous ne sommes pas encore sortis de nos croyances religieuses. Mais est-ce que ces pratiques-là, aujourd'hui, on peut les refaire dans un pays qui semble complètement cassé, où manichéen, où les discours de plus en plus dangereux sont véhiculés, à la limite communautariste, à la limite ethniste? On en écoute un peu où ça se passe, dans le langage, dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse qui semble complètement déconnectée de réalité, peut-être ancestrale dont on parle, qui sont dans une autre dimension, est-ce que les politiciens comprennent cette jeunesse? Oui, c'est très important, et ça me permet aussi tout à l'heure, quand je faisais le vif tour d'horizon, justement du contexte et des enjeux actuellement qui font que cette violence-là est en train de se répandre au Sénégal. Il y a eu un cinquième élément qui était important, et je pense qui rejoint votre question, c'est aussi la question des réseaux sociaux au Sénégal. Parce que quand vous avez une population qui est très jeune et qui, du temps d'Abdou Diouf ou du temps de Senghor et tout, il n'y avait pas cette place publique-là où c'est derrière l'anonymat que se vautrent la plupart des jeunes au Sénégal dans des discours outranciers, dans des propos qui peuvent heurter, et dans cette violence-là symbolique qu'on est en train de cultiver. Donc, cet aspect-là, de cette très forte présence des réseaux sociaux au sein des familles,
au sein des formations politiques, au sein de l'espace public, où maintenant on ne se qui font le bonheur des sociétés de téléphonie, qui font des milliards sur des... On peut ne pas manger à midi, mais avoir quand même une connexion de 500 francs. C'est la connexion pour insulter ou bien pour dire ce qu'on veut. Vous savez quel est le... Les gens préfèrent avoir une connexion que d'avoir le repas à manger. C'est ça, parce que vous savez, le Sénégalais, et ça c'est peut-être le sociologue pourra mieux indiquer là-dessus, hein, c'est mon point de vue. Le Sénégalais est quelqu'un qui est très loquace, qui adore parler. Parce que quand vous prenez le dernier rapport... Ça fait le bonheur de la Sonatel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand vous prenez les rapports des opérateurs téléphoniques, vous verrez que dans leur chiffre d'affaires, la partie téléphonie, c'est vraiment ce qui prend le maximum, entre 70 et 80%. Le taux de pénétration du téléphone au Sénégal, c'est autour de 120%. Donc chaque Sénégalais au moins a un téléphone ou même deux. Donc ça vous montre à quel point. Et aussi, je pense que notre évolution anthropologique du pays n'est pas corrélée à l'arrivée massive des nouvelles technologies. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que Facebook, Twitter, Snapchat et WhatsApp et tous ces outils-là digitaux qui sont excellents, qui rentrent dans la 4e révolution industrielle, sont arrivés trop tôt par rapport à notre mentalité. Parce que nous, tout ce qu'on sait faire avec ces outils-là, c'est faire du mauvais, c'est faire salir les gens, être dans la violence verbale, cultiver la haine, cultiver le repli identitaire, cultiver ces bas instincts-là du peuple dans la manipulation, dans le deepfake, dans le faux, dans l'outrance, dans l'outrage aussi, parce que c'est ça. Mais est-ce que le Sénégal n'est pas rattrapé quelque part par sa politique éducationnelle, qui fait qu'au lieu d'éduquer les jeunes, de les mettre dans des situations où ils peuvent performer, on maintient les jeunes dans une situation de non-éducation. Il y a pratiquement 54% d'imposition scolaire, qu'on s'occupe pas de ces jeunes-là. Mais est-ce que justement les politiques maintenues par les pouvoirs, parce que laisser les jeunes dans l'ignorance ne permet pas aux jeunes de savoir leurs droits, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui le reflux qu'on constate aujourd'hui dans la contestation des jeunes? Mais vous avez tellement raison. Vous savez, Alassane, j'avais écrit un papier en 2021 que j'avais appelé l'atout du capital humain pour un changement de structure de l'économie sénégalaise. Ce que vous dites là est très simple. Jusqu'à présent, on fait le focus sur les infrastructures. On fait infrastructure, route, pont, port et tout ce que vous voulez. Ok. Mais ça va à l'encontre du diagnostic de la société sénégalaise, surtout de son économie, où on a 42% des Sénégalais qui ont moins de 35 ans. Plus de 72% des Sénégalais ont moins de 35 ans, excusez-moi. Et 42% ont moins de 18 ans. Donc, d'abord et avant tout, le premier besoin, c'est un besoin d'éducation, un besoin de citoyenneté. On se gargarise souvent des taux bruts de scolarisation qui peuvent être 90-95%. Mais tout à l'heure, vous l'avez rappelé, le nombre d'années, et ça, ce sont les chiffres de l'OCDE, le nombre d'années de scolarité d'un jeune Sénégalais, ça ne dépasse pas 2 ou 3 années de scolarité. Parce que l'éducation n'est pas au cœur des politiques publiques. Et une éducation, ce n'est pas seulement par l'approche infrastructurelle. Oui, on a construit 15 000 salles de classe, on a recruté 18 000 personnes, maintenant on est... etc. Mais c'est la qualité de l'éducation. Parce que, vous savez, un des très grands penseurs de l'éducation, Philippe Desmérieux, a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'école ou la guerre ». Quand vous ne formez pas des gens à l'école, vous les préparez à la guerre. Parce que le jeune Sénégalais qui a 18 ans, qui n'a pas de perspective, à qui on n'a pas donné, tout à l'heure on a discuté dans les coulisses, un sentiment de fierté nationale, à qui on n'a pas donné un sens historique du Sénégal, à qui on n'a pas donné la dignité, à qui on n'a pas donné cette importance-là de savoir que le Sénégal a cette particularité, cette chance énorme d'être une nation avant d'être un État. Dans les pays comme la France, etc., on parle d'État-nation. Parce que là-bas, c'est l'État à un moment donné avec Napoléon qui a fait des conquêtes pour amener les Savoyards, les Bordelais, etc., pour créer une nation. Au Sénégal, on a la chance d'avoir une nation avant d'avoir un État. L'État, c'est juste 63 ans. La nation sénégalaise, c'est depuis des millénaires. Parce qu'on a construit, on a tissé des liens séculaires qui font que le Toucouleur et le Sérère ne se tuent pas. Le Djola et le Sérère. Et ils ont un cousinage à plaisanterie. Donc c'est tous ces aspects-là qui font que on a un pays formidable, mais malheureusement, et je suis très très peiné de le dire, notre classe politique
n'a pas été ou n'est pas à la hauteur des vrais enjeux, comme vous le dites, pour bâtir un Sénégalais qui soit citoyen à part entière. Où, d'abord et avant tout, le focus ne doit plus être l'infrastructure, mais il doit être la personne humaine, le capital humain qu'il faut bâtir, le Sénégalais qu'il faut former. Quel est le substrat, quelle est la quintessence de citoyenneté qu'il faut insuffler à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais. Et tant qu'on n'a pas fait ça, mais comme en économie, on a une économie qui est très ouverte, qui est soumise à toutes les fluctuations. Le Sénégalais actuellement, le matin, il ouvre son téléphone, il est sur TikTok pour regarder des bêtises et des conneries. Après, il va sur Facebook, il regarde des matchs de, je sais pas moi, des États-Unis, etc. Parce que on ne sait pas, on n'a pas les pieds sur terre, on n'a pas la tête entre les épaules, parce qu'on est trop ouvert. Et il n'y a pas de politique, justement, au sens noble du terme, pour faire ce Sénégal. Et la conséquence, comme vous le savez, mais c'est la violence. C'est le fait que demain, on est dans la manipulation, les gens sortent, les gens sont tués. Moi, je suis écœuré, j'ai le cœur brisé quand je vois l'exemple de ce jeune Pape Amadou Keïta. 12 ans. 12 ans. Ouais. Brillant élève, mais qui meurt comme ça par balle, juste à cause des affrontements. Mais on est dans quel pays? On marche sur la tête. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Seydina Aliou Ndiaye, qui est économiste, qui est aussi associé, gérant du cabinet du conseil en stratégie, management et finance séquent, et Lamine Ndiaye, professeur titulaire en sociologie et anthropologie de l'école de Dakar. Lamine, on a parlé de cousinage à plaisanterie, qui faisait que le Sénégal était un pays où le CRR pouvait dire ce qu'il veut au tout couleur, vice-versa, le Diola au tout couleur, les Ndiaye, les Diop, mais on a l'impression que cette jeunesse d'aujourd'hui ne s'occupe pas de ça. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a un problème de transmission qui s'est posé. Tout à fait, Alsan. Je crois que le problème d'ailleurs a été déjà posé par Alun, le problème de la transmission. Mais qui doit transmettre? On doit se poser cette question-là. Les adultes, nous sommes, c'est les adultes, d'accord, puisque tu sais, je le dis souvent, la famille, tout doit se passer au niveau de la famille. Mais l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que la famille a véritablement démissionné de son rôle, du rôle qu'il a toujours joué. L'éducation passe d'abord. D'ailleurs, on en a parlé. Est-ce que l'argument de la pauvreté tient dans les familles? Oui, les familles sont pauvres, le père de famille doit se lever le matin, aller chercher la dépense quotidienne, il n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Est-ce que ça tient, ça? C'est pas que ça, c'est pas que ça. Vous quoi? voyez, la pauvreté, par exemple, vous parlez de la pauvreté, mais la pauvreté, c'est en fait, tel que nous la pensons, c'est pas cela. La pauvreté, c'est en fait un cumul d'handicaps. On est pauvre culturellement, on est pauvre sur le plan éducationnel, on est pauvre sur le plan financier, on est pauvre sur le plan religieux, on est pauvre dans... Vous voyez, donc il faut beaucoup faire attention et souvent, nous réduisons la pauvreté à l'aspect financier. L'aspect financier, c'est pas que ça. La preuve, c'est d'autant plus vrai ce que je dis, et je le dis sous le contrôle des économistes. Mais après tout, l'économie ne sort pas du social, la réalité économique. Donc, en tant que sociologue aussi, nous avons notre mot à dire par rapport à cela. Tout à fait. Et le rôle de la sociologie, c'est d'ouvrir les yeux sur la réalité, c'est de débusquer les problèmes qui semblent être cachés et qu'on veut mettre à nu. Vous voyez, par exemple, la pauvreté, on parle de pauvreté, mais pourquoi? Et nous, souvent, si nous nous fondons sur des définitions internationales, ce sont les définitions de la Banque mondiale, puisque c'est l'Occident qui guide le monde en matière de pensée. On va dire, bon, on est pauvre nous pays, et nous utilisons des outils de mesure qui sont occidentales et qui ne sont pas... ceux qui le disent ne portent pas, même s'il est noir, s'il est africain, en faisant ces analyses, ils ne portent pas des lunettes africaines, ils viennent avec des lunettes occidentales, ce qui fait que l'analyse passe complètement à côté. Nous subissons moins la pauvreté, nous sommes pauvres, mais dans cette semblant pauvreté, nous sourions. Mais qu'est-ce qui explique cela? Et c'est là
où nous devons chercher la réalité de la chose. Est-ce que nous sommes pauvres parce que simplement nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures? Est-ce que nous sommes pauvres parce que simplement la Banque mondiale dit il faut un minimum par exemple de 5 000 par tête que nous sommes pauvres? Non, c'est pas comme ça qu'on doit mesurer la pauvreté. La preuve, dans cette définition de la pauvreté que nous sommes obligés d'assumer, vous voyez ce qui est en train d'être fait. Nous sourions, les gens sourient, les gens n'ont pas touché le fond. Donc encore une fois, la pauvreté n'est pas que financière, il n'est pas que économique, il y a d'autres facteurs. Une pauvreté qui est en train de se vivre aujourd'hui, c'est la pauvreté éducationnelle. Là, on peut bien aller vers ça, il l'a bien dit. Éducationnelle, pourquoi? Et souvent, ce que nous pensons que l'éducation doit se passer à l'école. Non. Du tout, l'école a son rôle à jouer par rapport à l'éducation. Mais l'éducation, d'ailleurs, on le dit souvent, l'éducation de base, c'est quoi? Mais c'est cette éducation qui doit se passer intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille. Et je disais tout à l'heure, c'est pas la pauvreté qui a conduit les familles à, mais d'autres réalités, puisque simplement le temps manque aujourd'hui. Les familles pensent que l'éducation doit être du ressort de la responsabilité de l'État, alors que c'est pas ça. C'est la communauté qui doit imposer à l'État son modèle. L'État est là, mais faudrait-il qu'on ait un État qui soit conscient de la réalité selon laquelle c'est à elle de contrôler l'éducation. Vous savez, en Corée, la Corée, c'est un tout petit pays, nous savons, mais une hyperpuissance. La Corée du Sud. Oui, qui défie le monde. La personne la plus payée, c'est l'enseignant. Du primaire, hein? Oui. Du primaire. Et la plus respectée en Corée, c'est l'enseignant. Mais justement. Et on commence à le former dès le très bas âge pour en faire un enseignant. Parce qu'ils ont compris en Corée. Ils ont compris la place de l'éducation. L'autre chose, je vous dis, allez en Chine, voyez. Qu'est-ce qui a fait que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Mais c'est lié à l'éducation. Il n'y a pas plus éduqué que les Asiatiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la prévalence la plus faible en matière de crimes et de violences à travers le monde, c'est les pays asiatiques. Mais c'est lié à l'éducation, puisqu'ils sont conscients de la réalité. C'est qu'on ne peut pas se développer sans être éduqué. Mais la meilleure éducation, cette éducation qui a fait la preuve de son efficacité et qui restera efficace, mais c'est de valoriser ces valeurs culturelles. Mais nous, les enfants, d'ailleurs souvent on dit, les enfants, on est dans un monde... Non, les enfants n'ont rien fait, ils ne font qu'imiter. Ils imitent. L'enfant est là pour imiter. Il est dans une situation de socialisation. Mais c'est que nos enfants sont mal socialisés. Un enfant qui a un père qui ne dit pas la vérité, il ne dira jamais la vérité. Il ne dira jamais. Voilà. Donc c'est au niveau... Et tu sais, la société... La famille n'est rien d'autre que la société en miniature. En miniature. Cette crise que nous voyons à un niveau macro-social, mais elle est micro. C'est au niveau des familles où ça se passe. C'est au niveau du famille où l'éducation commence à... Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la jeunesse aujourd'hui, d'ailleurs, on l'avait dit tout à l'heure, vous l'aviez dit, quand vous disiez la jeunesse est déconnectée. Moi, je dis la jeunesse n'est pas du tout déconnectée. Cette jeunesse-là est beaucoup plus avertie et informée. C'est-à-dire c'est une jeunesse qui sait ce qu'il veut, mais qui n'a pas d'interlocuteur qui le comprend. Cette jeunesse est mal comprise. Ouais. Et je vous dis, aujourd'hui, en criminologie, on le sait. Tu sais, le crime, en fait, c'est quoi? Quand quelqu'un recourt à un acte agi, mais c'est qu'on ne lui donne pas la possibilité de dialoguer et de dire ce qu'il pense. Et puisque c'est lié à notre culture qui veut que la vérité appartient aux adultes et que les plus jeunes n'ont pratiquement rien à dire. Donc, les jeunes, étant conscients de la réalité selon laquelle ils sont parfois plus avertis que les aînés, vont prendre leurs responsabilités. Et la violence, dans ce cas, devient une réponse désespérée à l'enfermement et à la mort du social, puisqu'on ne peut pas, on est des êtres humains. Et ce qui fonde notre humanité, vous savez, c'est quoi? C'est notre capacité à parler. L'être humain est devenu un être de culture à partir du moment où il a commencé à parler, il a commencé aussi à utiliser ses mains pour créer des outils. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas aller à l'irréparable dans ce pays? Oui, je pense que il y va de l'intérêt de tout un chacun de savoir raison garder. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure... Est-ce que les gens savent raison garder? On l'espère, hein, parce qu'on ne peut pas être dans la tête des gens aussi. Mais moi, j'ai bon espoir que... Mais vu l'évolution des choses, est-ce que les gens savent raison garder?
apparemment il y aurait une désescalade, peut-être même verbale, parce que vous avez commencé en disant que du dialogue. Voilà, que monsieur Ousmane Sonko aurait dit qu'il va se représenter mardi prochain. En demandant des garanties. Sous réserve d'avoir des garanties. Donc déjà, c'est un premier pas. Et moi, c'est peut-être mon tempérament, hein, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que certes, on va vers le mur, mais quand même la sagesse va prévaloir et que peut-être on ne touchera pas ce mur. Parce que je pense que il faut que tout un chacun comprenne qu'il n'est de l'intérêt de personne de percuter ce mur-là. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je l'ai rappelé tout à l'heure, le Sénégal est dans un contexte géopolitique, politique, économique et social très chargé. Où demain, si ça, excusez-moi du terme, si ça pète, c'est nous tous qui allons en ressentir les conséquences. Parce que, vous savez, on est entouré par une ceinture de feu, ça vous le savez très bien. Nos frontières ne sont pas aussi sécurisées qu'on le pense. Au niveau économique, le pays ne va pas très bien, ça vous le savez très bien. Au niveau social, le fait social, tout à l'heure, le professeur en a fait une brillante explication. Le fait social actuellement est très malmené. Partout dans le pays, on sent les spasmes d'une crise existentielle. Oui, mais dans cette situation, voilà. Mais dans cette situation, il y a des leviers, les leviers sur lesquels tout à l'heure on peut s'appuyer. Le premier levier, comme je l'ai dit, c'est savoir raison garder. Le deuxième levier, et il faut s'en féliciter, c'est le fait que actuellement les confréries, notamment les khalifes généraux des conflits, qui soient conscientisés, et ils le sont, du danger actuellement qui guette le Sénégal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut beaucoup se féliciter de l'initiative prise par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, yàlla na fi yàgg te wér, de saisir le président de la République de son discours officiel lors de la Korité. Et c'est un discours que j'invite vraiment tous les Sénégalais. Est-ce que si on avait une image, je rêve peut-être, oui. Si on avait une image du khalife général des Mourides, du khalife général des Tidjanes, tous les khalifes ensemble, oui, dans une salle, oui, mais faire un appel, parler aux hommes politiques. Mais ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Mais c'est pas ensemble, avec une seule voix. Oui, mais tout ça peut venir. Parce que vous savez, des fois aussi, quand on prend des initiatives, mieux vaut les garder dans le privé, dans le secret, et attendre l'éclosion justement du résultat pour le faire. Mais je pense aussi, et ça il faut être vraiment très, très véridique et le dire, il est aussi de la responsabilité, et de l'unique responsabilité de l'actuel chef de l'État de tout mettre un stop. Parce que sur les 18 millions de Sénégalais, c'est le seul à présider l'avion Sénégal. Et il n'a pas intérêt à ce que cet avion-là crache. Et pour ce faire, il faut qu'il arrive lui-même à sortir de son amour-propre, à s'extirper de son cercle restreint, pour savoir que le joyau Sénégal doit être sauvé. Et il peut le faire. Vous savez, moi je suis très respectueux de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, de la justice, etc., de la politique, du temps judiciaire. Mais tout ça sont des concepts. Et ce sont des concepts qui doivent être appliqués dans une réalité donnée. Le Sénégal est un pays très fragile. C'est une grande nation, je l'ai développé tout à l'heure, mais c'est un pays qui est encore très fragile. 63 ans, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de l'humanité? Mais c'est rien du tout. La France a connu la révolution en 1789, on a coupé la tête du roi là-bas. Mais Sénégal, on a juste 63 ans, on est encore très très loin de toute cette temporalité historique-là. Donc il faut que le président de la République, et ça aussi, Alassane, il faut avoir le courage de le dire, le président de la République, pour des raisons d'État, pour l'intérêt supérieur de la nation, doivent trouver les voies et moyens d'apaiser la situation. Est-ce que le dialogue qu'on va faire, c'est une occasion? Oui, le dialogue est déjà un pas important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, il faut le dire aussi, il faut avoir le courage de le dire. L'un des piliers de la République, c'est la justice. C'est clair. Quelqu'un qui ambitionne d'être le président, de présider au destiné de cette République-là, ne peut pas faire tomber ce pilier-là de la République sur laquelle il veut demain s'appuyer. Donc, il y a une éthique de responsabilité que tout dirigeant, que tout homme politique doit avoir. Même si la justice est
contre moi, même si la justice est injuste dans sa relation avec moi, je dois sauvegarder l'intérêt supérieur de la justice. Mais regardez Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, il a fait 27 ans en prison. Sa famille a été décimée. Récemment, je suivais un documentaire sur France 24 où il y avait un semblant de crime d'État sur la porte-parole de Nelson Mandela en France. Vous vous rappelez de ça? Mais Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, après 27 ans de prison, il a rassemblé les Sud-Africains. L'arc-en-ciel. Il a fondé une nation arc-en-ciel où le blanc, le jaune, le noir, l'asiatique, tout le monde avait sa place. Et il a tout fait pour consolider la justice, pour appuyer, pour mettre en place un État qui soit correct. Donc, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Pour moi, ce sur quoi on peut s'appuyer, d'abord, c'est le fait que le Sénégal a une longue tradition d'avoir d'éminents hommes religieux qui, à chaque instant que la nation a été au bord du précipice, se sont levés pour prendre leur bâton de pèlerin, pour discuter avec les uns et les autres et essayer de faire de telle sorte que les choses reviennent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le président de la République a une grande responsabilité dans cette tension actuelle-là, qu'il doit essayer de tout faire pour amorcer la désescalade et prendre la plupart des choses qui peuvent être gérables. Mais vous savez, on est dans un État peut tout faire. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu le Watergate. En France, on a eu tellement de scandales. Mais vous savez, la raison d'État, à un moment donné, peut bien sûr, pour des questions de suivi, parce que, et ça c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, il y a des dossiers sur lesquels moi je mets mon coude parce que je sais qu'il y a des risques de tension et de remous sociaux. Mais dans le cas d'espèce, l'armée est en train de faire des opérations en Casamance. Ousmane Sonko est parti en Casamance. Vous savez que la question de la cohésion nationale est très sensible. Il y a même des velléités d'ethniciser ou de mettre un vernis identitaire sur cette affaire-là. Moi, je dis les choses telles que comme je les pense. Est-ce qu'une raison d'État supérieure ne devrait pas permettre de sortir de cette histoire-là par le gentlemanship? Moi, je vous dis une chose, je vais terminer là-dessus. Si j'étais le président de la République, c'est très, très provoque ce que je vais dire, hein? Quand on est resté 2-3 jours sans voir M. Ousmane Sonko, moi, président de la République, j'aurais pris mon avion, je pars à Ziguinchor, je descends, je dis, écoute, moi, je suis venu voir mon jeune frère Ousmane Sonko que je n'ai pas vu. Depuis tout ce temps, je suis venu le voir. Je vais voir, je dis, mais jeune frère, moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis venu te voir comment ça se passe et tout ça. C'est des actes comme ça de gentlemanship qui ont sauvé le Sénégal. Vous savez, du temps d'Abdou Diouf, du président Abdou Diouf. Mais il attendait après chaque fête et il tenait un discours très simple. Mangi Osama Mak. Il disait même pas à l'opposant, hein? Mangi Osama Mak Abdoulaye Wade. Mounio ñu waxtaan. Et après ça, le président Wade était désarmé. Il ne pouvait ne pas aller répondre. Et ça a permis au Sénégal d'éviter des tensions et d'éviter de se précipiter. Donc, c'est pour souligner la responsabilité des uns et des autres. Mais en ce moment, on ne connaissait pas les réseaux sociaux et leur effet de manipulation. Justement, quelles sont les conséquences des manipulations dans le débat actuel? Où on peut fabriquer des informations, où les gens fabriquent des vidéos, où chacun fait des audios, ou dans le groupe WhatsApp, on raconte n'importe quoi. Mais je me demande, est-ce que l'État du Sénégal, des fois, est conscient, même par rapport aux radios communautaires qui sont dans les régions? Est-ce que l'État écoute ce qu'on dit dans les radios communautaires, les discours qu'on développe dans les radios communautaires? Est-ce que le CNRA fait son travail d'écoute pour savoir les discours portés dans les radios communautaires, qui peuvent être très dangereux pour la cohésion nationale? Tout à fait. Bon, moi je crois que on parle de cohésion sociale, on parle du manque de contrôle de l'État par rapport au réseau. Moi je crois que nous sommes aussi dans l'ère de la mondialisation. Tu sais, sur le plan théorique, ce qu'on dit là, il n'y a rien à dire, mais la pratique. Mais qu'on est outillé pour faire face. On peut toujours, puisqu'il faut mettre en place comment ça se dit encore, des moyens de régulation qui permettent de réguler. Mais vous savez, à l'ère de la mondialisation où nous sommes, où nous subissons aussi l'influence du reste du monde, il nous est quasi impossible parfois de prendre des décisions, puisque simplement nous sommes policés par le monde. Et c'est là où il nous sera très difficile par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que justement ces manipulations peuvent avoir des effets sur les Sénégalais? Mais ça peut bien avoir des effets, les effets sont là. Maintenant, voyez ce qui est en train de se passer. Hein. On utilise, comme il avait dit au départ, hein, nous utilisons les réseaux sociaux à
mauvais et chiant en réalité. Nous ne les utilisons pas tel que nous devons l'utiliser, puisque simplement ce qui manque, c'est l'éducation, la formation. Qu'est-ce que nous devons en faire? Nous ne communiquons pas. C'est-à-dire, l'une des particularités des pays africains, et c'est ce qui explique le retard, c'est qu'ils ne communiquent pas, ils sont dans l'information. Alors qu'il y a une différence entre informer et communiquer. Quand il y a communication, il y a forcément un rapport dialogique. Et tout se construit dans le dialogue. Moi, c'est ma conviction. Il faut éduquer. Quand on éduque, on n'informe pas seulement, on échange, on donne à l'autre la possibilité de montrer ce qu'il y a d'humain en lui. Et c'est dans ce rapport dialogique où tout peut se régler. Malheureusement, on a l'impression que ce dialogue est en train d'être rompu. Moi, je dis, d'ailleurs, je me souviens de ce que disait Daouda Diallo du Burkina. Vous voyez, le Burkina est en situation de crise. Et ce qu'il disait, c'est l'arbre de la cohésion sociale s'arrose avec l'eau de la justice. La justice. Maintenant, vous voyez, et il l'a bien dit, est-ce que nous avons une justice indépendante? J'en sais rien, mais on peut constater par rapport à ce qui se passe, on peut avoir l'impression, même si impression ne renvoie pas forcément à la réalité. Mais ce qu'on retient de tout ça, puisque souvent quand on est dans des situations de crise, les gens ne savent plus où aller et chacun sa vérité, mais cette vérité nous la construisons souvent sur la base de celui qui dit et à qui nous croyons à ces vérités. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où il y a une multiplicité de vérités là qui... Vous savez, il n'existe pas de Sénégalais qui soient pas... Non, il y a plusieurs vérités. Il n'existe plus de Sénégalais puisque... Et ce qui peut nous amener à penser que ce qui manque aujourd'hui, c'est les leaders. On n'a pas de leader véritablement charismatique, en tout cas dans le champ politique, puisque ceux qui sont dans l'action politique, de plus en plus, par rapport à leur façon de faire n'est plus convaincante au point que la population commence à réfléchir de son projet de société, c'est-à-dire de la société qu'il veut. La société, tu sais, la société est anonyme, alors que l'État est là, c'est une personnalité morale qui doit proposer un ensemble un projet de société. Mais même ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas de projet de société, ça il faut bien le dire. Et alors qu'en réalité, c'est eux encore qui ont la possibilité, à qui on confie la possibilité de diriger notre nation. Donc il va falloir qu'on revienne sur la chose. Parce que ce que je salue, il faut bien le saluer, on parle de cohésion sociale. Mais quand on parle de cohésion sociale, nous sommes dans un État, nous sommes dans une nation, nous sommes dans un État. La personne la plus autorisée à entretenir cela, c'est le chef de l'État. C'est clair. Ça c'est clair. Même si on sait que nous avons nos réalités à nous. Le chef de l'État, c'est la personnalité légale. Mais nous avons des personnalités légitimes. Et aujourd'hui, si on voit les choses de plus près, de tout le temps d'ailleurs, dans l'histoire du Sénégal, ceux qui font fonctionner les choses, on ne les voit pas. Ce ne sont pas l'État, c'est les confréries, c'est les familles religieuses. Et le pouvoir leur appartient en réalité. Mais ça, c'est le contexte. Mais les familles religieuses aujourd'hui sont malmenées par les réseaux sociaux. Mais tout à fait, mais malmenées. Contestées. Bon, tu sais. Par le front de la jeunesse aussi. Oui, mais la jeunesse, puisque simplement la jeunesse n'a pas été écoutée. Mais il est que, encore une fois, la mort de nos confréries. Justement, comment faire pour que la jeunesse soit écoutée davantage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une plus grande écoute pour la jeunesse? Il faut leur donner la parole. Il faut leur donner la parole dans le cadre d'un dialogue. Vous savez, en Afrique, et nous le savons, le sens de la palabra africaine, c'est quoi? C'est la violence, prise humainement dans la discussion, soumise à l'action efficace de la toute-puissance du verbe. Tout se règle avec le verbe dans le dialogue. L'humain règle ses problèmes dans un rapport dialogique. S'il n'y a pas de rapport dialogique, il ne peut pas y avoir de solution. Moi, je suis un homme de dialogue et je crois en la communication. Vous savez, on en avait parlé tout à l'heure et qui nous a permis de régler beaucoup d'éventuelles tensions sociales. La parenté plaisantante ou la parenté à plaisanterie. Mais ça se crée sur la base de quoi? Du discours. Oui. Ce qui fait que même le discours violent par rapport au contexte se convertit en discours qui fait plaisir. L'injure, et on est complètement dans une forme d'inversion sociale. Ce qui devait être injurieux en temps normal
devient quelque chose d'acceptable et accepté. Vous savez, le peuple peut tout de suite insulter un laobé sans que ça fasse mal. Vous voyez, tout se construit dans le symbolique, dans les symboles. Nous sommes dans une situation où le symbolique est en train de mourir, et ce qu'il faudrait faire, c'est de faire en sorte que... Mais comment sortir ce symbolique-là pour qu'il soit écouté et partagé par tous, de plus en plus? Comment l'élargir avec la jeunesse aujourd'hui? Mais avec la jeunesse, comme je dis, il faut établir une communication avec la jeunesse. Et les premiers à qui ce rôle incombe, c'est l'État. Il faut que l'État revienne sur notre État là. C'est-à-dire, il y a pas de le rapport n'est pas dialogique. C'est-à-dire, c'est un rapport unilatéral. Nous vivons une situation où c'est vertical. On a comme l'impression que les seuls individus autorisés qui ont le monopole de la vérité légitime, mais ce sont ceux-là qui occupent le haut de l'échelle. Non, une société ne fonctionne pas efficacement de sa sorte. Chacun a droit à la parole. Et je l'ai une fois dit dans une rencontre, c'était sur les questions de sécurité au niveau national. International, on m'avait invité, c'était organisé par le ministère. On m'avait invité et j'ai dit devant les autorités, ce qui avait attiré mon attention en tant que sociologue qui a son œil pour apprécier les choses. J'ai dit, mais attendez, là, il n'y a que des autorités. Vous voyez, les questions de violence doivent être prises uniquement par ceux qui sont autorisés pour le dire. Et nous, souvent l'autre, le malheur, c'est l'autre, le violent, c'est l'autre. Et à un certain niveau, et le drame des pays africains, souvent, nos décideurs décident entre quatre murs sans communiquer avec l'autre. Oui. Et je crois que cette communication, nous devons la rétablir. Et je vais terminer là. Et ce que je leur ai dit, en leur disant, ce qui me fait mal, ce dont je suis très sûr, c'est qu'il n'y aura pas de solution, puisque c'est vous qui allez proposer des solutions qui peuvent ne pas être acceptées par vos interlocuteurs. Il faut faire parler l'autre, même le plus grand déviant, pour pouvoir agir. Pour pouvoir le convaincre, il faut bien connaître sa vérité et essayer de proposer quelque chose. Très rapidement, donc il faut qu'il y ait de plus en plus une association véritable de la jeunesse qui soit utilisée, pas comme juste chez Rakano, mais associée. Mais bien sûr, mais il est évident, parce que j'ai rebâché la statistique concernant les jeunes au Sénégal. C'est évident que les jeunes doivent être écoutés, entendus, considérés, et surtout qu'il faut leur donner toute la latitude de la place qu'ils méritent au sein des instances de décision. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 leviers sur lesquels on peut appuyer pour justement éviter que le train du Sénégal percute le mur, et quand il le percutera, tous les wagons vont le ressentir. Oui. Le premier élément, c'est il faut une plus grande implication de nos autorités, notamment les familles religieuses, qui sont déjà en train de le faire. Il faut saluer cela. Le deuxième aspect, c'est il faut un grand sursaut salvateur de la part du président de la République, qui est le premier responsable de cette violence-là et qui rendra des comptes, justement, éventuellement, de cette violence-là, etc. Le troisième aspect important, il faut aussi que tout un chacun sache raison garder. Aussi bien les détenteurs du pouvoir que ceux qui veulent le pouvoir. Ils savent qu'on ne peut pas détruire le Sénégal et espérer demain en ramasser des morceaux. Tout le monde va en pâtir. Merci infiniment à mes invités. Le temps est fini. Si vous me le permettez, je vais finir par un proverbe viola. Oui, rapidement. La parole de paix n'a jamais tort. Donc, ce qui nous permettra de régler le problème, c'est un dialogue, mais un dialogue sincère. La parole de paix n'a jamais tort. Un proverbe Diola. Tout le monde l'entend. Clair. Merci infiniment à Célina Aliou Ndiaye, qui est économiste associé, gérant du cabinet conseil en stratégie, management et finance. C'est quand? C'est Sencompte. Voilà. Lamine Ndiaye, aussi professeur titulaire, sociologie et anthropologie. Au micro, Alassane Samba Diop, excellent dimanche à tous. Et toutes nos excuses pour avoir pris 2 minutes du bulletin qu'Assane Top va présenter. On a tenu Biran Sissi, micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche.